Alors, on reprend, je vais enchaîner par le chapitre 3. Donc, il s'agit de théorème de fonctions implicites et théorème d'inversion locale. Alors, comme vous le saviez, donc, il y a plusieurs façons de définir une telle fonction, surtout des fonctions donc, numériques, que ce soit avec son expression qui est explicitement donc, mentionnée ou bien en utilisant des techniques qui permet de définir les fonctions implicites, mais de façon qui sont donc définir l'expression, mais d'une façon en utilisant des expressions. Cette façon de faire donc donc ça permet en fait de définir les fonctions de façon implicite. C'est pour cela on les appelait des fonctions qui sont implicitement définies. Ça veut dire il y a une relation que doit satisfaire les fonctions, surtout ce sont des équations. Donc là où où ces équations sont égales à zéro, permet de définir la fonction d'une façon implicite. Alors pour cela, on aura besoin de traiter quelques exemples donc, pour pouvoir comprendre la notion et généraliser par la suite. Voilà, donc je vais commencer par donner quelques exemples qui permettent de comprendre la problématique ou bien le problème des fonctions implicites. Regarde. Donc, je vais écrire chapitre 3, théorème des fonctions implicites. Et théorème d'inversion locale. Théorème locale. Point 1. Le problème de fonctions implicites. Problème de fonctions implicites. Et voilà les exemples. Donc, exemple. Alors, le premier exemple, il s'agit d'une fonction définie de la façon suivante. Donc, soit, soit f, une fonction définie de R3, pardon, la valeur dans R, qui a chaque x, y, z. Donc, il est associé à x au carré plus y carré exponentielle z moins 2x au carré moins 1. Et nous avons l'ensemble A. Alors, merci d'éteindre vos micros si vous n'avez pas de questions, bien sûr. X, Y, Z appartient à R3.
tel que f de x, y, z unifie. Ça veut dire, on va essayer de résoudre tout d'abord avec f de x, y, z est égal à 0. On va voir de quoi il s'agit. On a un point particulier. Alors, regardez, on a f de 0, 1 est égal à 0. F de 0, 1, 0. Non. Alors, on a, pardon, f de 0, 1, 0 est égal à 0. Et on a si f de x, y, z est égal à 0, ça veut dire quoi? Ceci donc, ben, en utilisant, donc en effectuant les gymnastiques de calcul donc, qui sont nécessaires, donc z est égal à log de 2x au carré plus 1 sur x carré plus y carré pour, bien sûr, x, y qui sont différents de 0. Donc, on va la définir. Alors, par conséquent, on peut soit considérer une fonction f qui a chaque x, y définie pour les deux éléments x, y, on peut, on peut lui associer, le couple, on peut lui associer 2x au carré plus 1 sur x carré plus y carré en log de cette façon-là. Donc, phi de x, y est égal à log de 2x au carré plus 1 x carré plus y carré. Voilà. Définir en tout point R carré, différent de 0, 0. Et on a, bien sûr, en utilisant f de 0, 1, 0, euh, on peut envisager phi de 0, 1, comment ça va, comment ça, ceci, on peut dire que phi de 0, 1 est égal à 0. Alors, soit, donc, phi de défini comme ça, défini en tout point de R carré, différent de 0, 0. Et on a I 0, 1 est égal à 0. Et pour x, y, différent de point 0, 0, nous avons f de x, y, phi de x, y, sur le niveau que vous avez ici, z, au lieu de phi x, y, qu'on a déterminé en utilisant le fait que f de x, y, z est égal à 0. Voilà, donc on dit que f est défini implicitement par la relation f de x, y est égal à 0. Donc on dit, voilà, on dit que phi est défini implicitement par la relation f
de x, y, z est égal à 0. Alors, regardez que nous avons, ce que nous avons fait. Donc, je vais un peu comprendre cette partie. Alors, nous avons f de x, y, z. Il est défini de cette façon-là. C'est x carré plus y carré exponentielle z moins 2x carré moins 1. Nous avons l'ensemble A. Alors, on a dit que f de 0 à 0 est égal à 0, là où s'annule cette fonction. Euh, on peut, donc, en utilisant cette équation-là, on a déterminé le z. Alors, il s'est avéré que z est une fonction de deux éléments x, y, alors qu'on a noté par phi, x, y, qui à chaque x, y, on fait associer le log de 2x carré plus 1 sur x carré plus y carré. Alors, cela nous a permis de définir une autre application, une autre fonction phi, mais cette fois-ci de r carré à valeur dans r, et qui est définie pour toute x, y qui est différent de 0, 0. Aussi, nous avons phi de 0, 1, il est aussi égal à 0, et il est défini par l'équation suivante. Alors, cela permet en fait de dire que phi, il est défini d'une façon implicite par la relation f de x, y, z est égal à 0. Alors, on va voir l'exemple, le deuxième exemple. Deuxième exemple, soit f R3 défini de R3 à valeur dans R. Et à chaque x, y, z, on fait associer z carré moins x carré plus y à la puissance 3. Alors, ça veut dire on cherche tout d'abord les points où f de x, y s'annule. Nous avons f de 0, 0, 0 est égal à 0. Nous avons un point qui est clair. Mais on va chercher l'équation f de x, y, z est égal à 0, ça donnera quoi? C'est f de x, y, z est égal à 0, implique que z carré, c'est x carré moins y carré. Alors, ceci n'a pas de sens que si x au carré moins y au carré, il est supérieur strictement à 0. C'est clair parce que z carré, il est positif. C'est-à-dire x, y appartient à un certain delta, et delta est une partie de r carré, limitée par les droites y est égal à x, y est égal à moins x. Contournons l'axe OX. De plus, nous avons z carré, qui est défini par x carré moins y carré, définit deux valeurs de z sur delta, que ce soit z est égal à la racine carrée de x carré moins y carré, ou bien z est égal à moins racine carrée de x carré moins y carré. Et on a le droit, parce qu'on a supposé que x carré moins y carré, il est positif. Voilà ce que je vais écrire. Donc, ceci n'a aucun sens que si la condition x carré moins y carré supérieur ou égal à 0 doit être vérifiée. C'est-à-dire, pour x, y appartient à delta, avec delta est une partie de R2, pardon, où delta est la partie est la partie de R2 limitée par les droites
y est égal à x et y est égal à moins x. Contenant l'axe OX. De plus, z carré x carré moins y carré définit deux valeurs de z sur delta. Alors, soit z égale à la racine carrée de x carré moins y carré, ou bien z, c'est moins la racine carrée de x carré moins y carré. Alors, plus généralement, donc, on peut généraliser ces écritures-là, cette notion de fonction définie implicitement par la relation f de x égale z est égal à 0, en définissant de façon générale le problème. Donc, pour une fonction définie de Rn à valeur dans R, voilà, donc plus généralement, donc plus généralement, on se pose le problème suivant. On se pose le problème suivant, soit f de Rn à valeur dans R, et à chaque x1, xn, on fait associer f de x1, xn. À quelle, la condition, donc à quelle condition la relation f de x1, xn est égale 0 permet de définir sur une partie de A de Rn une application phi. Ça veut dire, alors on peut poser la condition f de x1, xn est égal 0 pour permettre, c'est ce qui permet en fait de définir sur euh, xn, en fait, la fonction phi définie qui est liée aux coordonnées x1 jusqu'à xn-1, donc de la façon suivante. Alors voilà, donc vous avez plus généralement, vous avez f défini de Rn à valeur dans R. On pose la condition de tout à l'heure, mais cette fois-ci pour f de x1 jusqu'à xn est égal à 0. Alors, ce qui permet de définir avec le phi, mais en liaison avec le dernier, la dernière coordonnée qui est xn. Ça veut dire que phi doit être défini pour Rn-1 à valeur dans R avec les éléments x1 jusqu'à xn-1. Donc, c'est ce qui permet, en fait, pardon, donc, à la relation, donc, à quelle, à quelle condition la relation f de x1 jusqu'à xn est égale à 0. Alors, cette relation permet de définir
sur une partie A de R n-1, une application I de x1 à xn-1, on fait associer, donc à chaque x1 jusqu'à xn-1, on fait associer phi de x1, xn-1. Vérifions la chose suivante. Vérifions. Pour toutes x1, xn-1 appartient à A, nous avons f de x1 jusqu'à xn-1. Et à la place de xn, je vais mettre phi de x1 jusqu'à xn-1 est égal à 0. C'est la condition de tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce qui permet de passer au théorème des fonctions implicites. Alors, l'objectif de la première partie, c'est juste de définir le problème des fonctions implicites, mais par la suite, donc, nous avons un théorème qui permet d'en déduire, en fait, lorsqu'il s'agit d'un ovaire I ovaire de Rn, il y a un point A est égal à A1 jusqu'à AN appartient à I, et l'existence d'une fonction qui est définie de I à valeur dans R de classe C1. Et si vous avez f de A est égal à 0, ici aussi les dérivées partielles par rapport, la dérivée partielle par rapport à la dernière composante xn est différente de 0, alors il existe un voisinage ouvert V du point A1 jusqu'à AN-1 de Rn-1. Donc voisinage et un voisinage de W de R, là où une application de classe C1 il est définie et d'une manière, d'une façon implicite. Voilà. Donc, dans le théorème de fonction, des fonctions implicites, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'existence de cette application qui est de classe C1 en particulier et qui vérifie les conditions que j'ai citées précédemment. Voilà donc le théorème. Le voilà. Donc, voilà. 3, 1, 2. C'est le théorème des fonctions, théorème des fonctions implicites. Théorème. Alors, soit I ouvert de Rn. Alors, ouvert de Rn. Et nous avons un point A1 jusqu'à AN appartient à AI. Et nous avons et F est une application qui est définie de I à valeur dans R et qui à chaque x1 jusqu'à xn, on fait associer f de x1 jusqu'à xn
de classe C1, de classe C1, et vérifions, f de A égale 0. Et la dérivée de f par rapport à xn appliqué à A différent de 0. Alors, il existe, donc voilà les conditions, il existe un voisinage envers V du point A1 jusqu'à AN moins 1 de Rn moins 1 à voisinage envers W. Alors, du point A, du point AM, regardez ici, le voisinage V et les deux points, c'est un voisinage de point A1 jusqu'à AN-1, ça veut dire il est défini sur Rn-1, mais le dernier voisinage, le voisinage W, c'est le voisinage du dernier composante, AN, alors de R. Et une application qui définit de Rn-1 à valeur dans R, ça veut dire, on va généraliser un petit peu, mais normalement, c'est de V à valeur dans W. De classe C1, tel que I A1 jusqu'à AN moins 1 est égal à AN. C'est ce que nous avons fait dans les exemples. La phi de y est égal à z pour les deux cas. Pour tout x1, x jusqu'à xn-1 appartient à v, nous avons l'équation généralise l'équation suivante. Donc, c'est une généralisation de l'équation f de xy, phi de xy est égal à 0. Mais cette fois-ci, on va la généraliser en faisant AN à la place de AN, nous avons phi de A1 jusqu'à AN-1. Donc, pour toute x, x1, xn-1 appartient à V, nous avons f de x1, xn-1, phi de x1 jusqu'à xn-1 est égal à 0. Alors, et comme on a déterminé le phi, alors on a déterminé le phi, donc, ce qui permet en fait, on a dit que phi c'est une fonction de classe C1, donc c'est les dérivables et ses dérivées de fonction continue. Ça veut dire on peut déterminer ses dérivées partielles aussi. Et pour toute i appartient à 1 jusqu'à n,
on a dérivé de phi par rapport à xi, x1 à xn moins 1 est égal moins la dérivée de f par rapport à la dérivée de xi, x1 jusqu'à xn moins 1, phi de x1, xn moins 1 sur la dérivée de f par rapport à xn, x1 jusqu'à xn moins 1, phi x1 jusqu'à xn moins 1. Alors, et on a les deux remarques suivantes. Donc, la première remarque, alors, même si on a fait ça, donc on a déterminé le phi par rapport à la dernière composante de A et de X, ça veut dire on a utilisé la dernière variable pour pouvoir en fait déterminer le phi, mais on peut faire la même chose pour n'importe quelle variable que nous avons. Ça veut dire je peux choisir un certain variable AI, donc de I égale à 1 jusqu'à n, et on détermine la fonction phi par rapport à cette variable et on peut appliquer les mêmes notions et la même théorème. Ça veut dire qu'on peut envisager en fait un certain phi qui est de classe C1 et qui vérifie les conditions de tout à l'heure, sauf que ici, au lieu d'écrire V un voisinage de 1 à 1 jusqu'à AN-1, alors on aura un voisinage V de A1 jusqu'à AI-1, et puis je saute AI et je vais mettre AI plus 1 jusqu'à A1, AN. On aura un W qui est le voisinage de AI et qui permet en fait de faire les déterminations de tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut choisir n'importe quelle variable euh, parmi les variables qui définissent le A et qui définissent aussi les X. Alors, ceci d'un point, dans en fait, le deuxième point de la remarque, il sera pour les classes, les fonctions f de classe CP, ça veut dire si la fonction que vous avez elle est de classe CP, ça veut dire que il admet des dérivées partielles successives jusqu'à l'ordre P et qui sont continues. Alors, on peut déterminer les variables successives ou bien l'autre phi aussi, il est de classe CP-1. euh, et on peut déterminer ces dérivées partielles qui sont successives. Voilà, c'est ce que je vais écrire dans cette remarque. Alors, regardez la remarque. Nous avons le théorème reste vrai toute, pour toute, pour toute autre variable f, c'est-à-dire si i est un entier compris entre 1 et n,
ici, la dérivée partielle par rapport à xi au point A est différente de 0, l'équation f de x1 jusqu'à xi, alors xi, donc jusqu'à xn est égal à 0, défini de manière implicite une fonction si sur un voisinage de A1 jusqu'à AI moins 1, AI plus 1, tel AN, qui a des propriétés, qui a des propriétés, qui a des propriétés analogues à celles de phi. La deuxième remarque, ça concerne en fait le fait que si f est de classe CP avec P supérieur strictement à 1, la fonction phi est aussi de classe CP. Et on obtient les dérivées partielles suivantes. Pardon, les dérivées partielles successives, donc je ne vais pas les calculer, mais on peut, l'idée c'est qu'on peut à partir de la fonction phi, donc on peut définir ces dérivées partielles de façon successive à partir de la fonction f successive de phi en dérivant f de x1 jusqu'à xn moins 1 phi x1 xn moins 1 est égal à 0. Voilà, donc on passera tout de suite à l'extension des résultats pour déterminer par rapport à la fonction définie de R
bord supérieur que Rn. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonctions qui sont définies de R à la puissance P plus N, à valeur dans R, pour lesquelles on peut déterminer implicitement donc, la fonction phi. Puis on passera à la fonction, au théorème de fonction qui est généralisée. Voilà. Donc, 3,2, nous avons extension des résultats. Précédent. Résultat précédent. Alors, on considère les N applications suivantes. On considère N applications, N applications suivantes qui sont tous définis de Rn à la puissance N plus P à valeur dans R. Alors, nous avons l'application F1 qui est définie de X1, XP jusqu'à XP, Y1 jusqu'à YM. Ça veut dire qu'on va considérer deux variables x et y, avec x appartient à Rn, y appartient à Fp, et on lui fait associer la fonction f1, donc appliquée à f de x, y, fx1 jusqu'à xp, y1 jusqu'à yn. Donc, de la même façon, on définit f2 de la même façon. Alors, appliqué à f2, voilà, de la même façon, ainsi de suite, jusqu'à la fonction fn, qu'on va définir de la même façon. Fn, et on aura les mêmes variables. Alors, on note x1, x est égal à x1, x jusqu'à xp. On note par x, x1 jusqu'à xp qui appartient à Rp. Et on a y est égal à y1 jusqu'à yn est égal à y appartient à Rn. Et on applique le jacobien. Ça veut dire, ici, vous avez une fonction qui est définie, c'est pas une fonction numérique, mais une fonction coordonnée avec des applications coordonnées, pour laquelle chacune d'eux, donc on peut définir tout, on peut faire tout ce que nous avons précédemment supposé et déterminé, et pour lesquels on peut calculer leur jacobien. Donc on appelle jacobien F1 jusqu'à Fn par rapport, par rapport, par rapport aux variables y1, variable, variable, par rapport aux variables y1 jusqu'à ym, le nombre suivant.
Alors, on a dit un an parce que il s'agit de calculer le calcul d'un déterminant. Donc, c'est la dérivée d de f1 jusqu'à fn par rapport à la déterminant, la dérivée, en fait, de y1, yn appliquée à x, y. Donc, pour laquelle on calcule les dérivées partielles suivantes. Donc, nous avons sur la ligne toujours, on garde la même fonction qui est la dérivée qui est f1 et je calcule la dérivée par rapport à y1 appliquée à xy. Alors, sur la ligne, je garde ça, mais cette fois-ci, je vais calculer par rapport à yn, je vais faire changer, faire varier le y. Alors, sur la colonne, on garde le y1, mais on va faire varier les fn. Alors ici, c'est fn appliqué à xy par rapport à y1. Et la dernière, c'est fn appliqué à xy. Et le calcul de la dérivée, ça se fait par rapport à yn. Et on a le résultat. On a le résultat. Oui, alors, théorème des fonctions implicites généralisées. Donc, il s'agit de généraliser le théorème des fonctions implicites définies précédemment. Donc, la première condition, il s'agit que f de i au point A, B est égal à 0. Donc, en déterminant un certain A, B avec A appartient à RP et B appartient à Rn. Et le jacobien donc, doit être différent de 0. Ceci permet en fait de définir une certaine application. Et on va voir comment ça va s'écrire. Mais cette application, donc, elle est de classe C1 et elle est définie au voisinage de 1 à valeur de le voisinage de B. Voilà, ce sont des théorèmes qui sont très importants au niveau des démonstrations qu'on va voir par la suite dans les courbes et les surfaces. Il va faciliter énormément de choses. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller reprendre le cours que nous avons fait jusqu'à présent et de les bien saisir et les maîtriser pour pouvoir en fait comprendre le reste du cours et du surface. Alors, le reste, je ne vais pas détailler en fait, les démonstrations. Donc, je vais juste mentionner les éléments que nous avons utilisés. C'est pour cela que j'ai fait ces rappels-là, donc pour pouvoir en fait se concentrer sur les cours par la suite. Voilà. Donc, je répète encore une fois, vous devez aller reprendre le cours, ce que nous avons fait jusqu'à présent, et le comprendre parce qu'on en aura besoin dans les prochains chapitres. Alors, nous avons théorème des fonctions implicites généralisées, théorème, théorème des fonctions implicites généralisées. On suppose
pour toute i est égal à 1 jusqu'à n fi est une fonction de classe C1 dans un voisinage du point AB, donc qui est égal à A1 AP B1 jusqu'à Bn de R à la puissance n plus P plus n, pardon, P plus n, à valeur dans R. Vérifions. Fi AP est égal à 0 pour toute I est égal à 1 jusqu'à n. Et 2, le jacobien D F1 Fn sur D égale 1 égale 1 appliqué à AP, différent de 0. Alors, il existe, alors, il existe un voisinage envers VA du point A est égal à 1 jusqu'à AP de RP et un voisinage envers VB du point B B est égal à B1 jusqu'à Bn de Rn. Il y a une application phi définie de Va, la valeur dans VB, qui à chaque x1, xp, on fait associer phi1, x1, xp. Et n, x1, xp, de classe C1,
Vérifions. B est égal phi de A. Et pour toutes x1 jusqu'à xp appartient à VA. Pour toutes I est égal à 1 jusqu'à M, FI appliqué à x1 jusqu'à xp, phi en x1, xp jusqu'à phi n, x1, xp. Et xp est égal à 0. Alors, les fonctions phi, i sont dites des fonctions implicites, solution des équations if i est égal à 0. Alors, les fonctions phi sont dites fonctions implicites, solution des équations fi appliquées à x1 jusqu'à xt, y1 jusqu'à yn est égal à 0, avec i varie de 1 jusqu'à n. Voilà, donc, je reprends cette partie-là pour bien la saisir. Regardez. Donc, normalement, qu'est-ce que nous avons au début, tout au début? Bon, alors, voilà, je vais revenir. Voilà. Comme des fonctions implicites généralisées, nous avons une fonction de classe R. D'accord? Et avec les fonctions de classe 1, ça veut dire que vous avez des... je vais revenir plus au début. Regardez. Alors, nous avons défini, pour généraliser cette notion des fonctions implicites, nous avons considéré les applications suivantes. Ils sont définis de Rn plus P à valeur dans R. En fait, on a défini chaque fonction coordonnée. Donc, qui sont des fonctions coordonnées de Rn plus P à valeur dans R. Voilà. Donc, avec X qui appartient à RP et Y appartient à Rn. On appelle le jacobien et on a défini le jacobien. Alors maintenant, pour généraliser le théorème des fonctions implicites, nous avons deux conditions. La première, c'est que au point AB qui est défini, au point AB, un élément de RP plus N, nous avons donc des fonctions de I à B égale à 0. I égale à 1 jusqu'à N. Nous avons le jacobien, il est différent de 0, quel que soit, I appartient de 1 jusqu'à N, au point AB. Donc, le jacobien au point AB. Alors, dans ce cas, on a l'existence d'un voisinage VA de point A, qui appartient à RT, et un voisinage VB de point B qui appartient à Rn, et une application qui est définie de VA à valeur dans VB
Alors, tu prends ces variables par rapport au voisinage de A. Donc, les variables sont de x1 jusqu'à xp. Et les y, les vb, donc il est associé, ils sont associés aux applications phi 1, les phi i, qui sont de phi 1 jusqu'à phi n, donc ils définissent les éléments qui appartiennent au voisinage de vb. Ça veut dire, vous remarquez l'indice, vous avez phi 1 jusqu'à phi n, ça veut dire que cela représente les yi de y1 jusqu'à yn. Ça veut dire que y1 est égal à ça jusqu'à yn qui est égal à phi n. Alors, ils sont tous de classe phi 1 et ils vérifient les éléments suivants. Alors, nous avons B est égal à phi de A et pour tout x1 jusqu'à xp, l'application i. Donc, appliquée à x1 jusqu'à xp et en remplaçant les yi par phi i, alors ceci donc donne une valeur qui est nulle. Ça veut dire les éléments, donc les phi i, ce sont des éléments, donc des équations qui sont solutions de l'équation phi fi x1 jusqu'à xpy jusqu'à xp et puis y1 jusqu'à yn qui est égal à 0, quel que soit i, appartient à 1 jusqu'à n. Alors sur ce, je vais terminer la science, mais ça reste en fait il reste la toute dernière partie qui est sur les théories d'inversion locale, mais je ne vais pas vous retenir plus que ça. Donc, on va la terminer la prochaine fois et on commencera le cours qui sera sur les courbes et les surfaces. Ce que j'ai à vous dire, il faut reprendre le cours. Alors, je vais la retirer une autre fois. Donc, il faut reprendre le cours, ce cours alors, surtout ce que nous avons fait jusqu'à présent, cela va faciliter énormément de choses au niveau de la compréhension de ce qui suit. C'est pour cela que j'ai insisté dedans. Donc, vous devez le reprendre et le retravailler. Alors, en ce qui concerne les courbes et les surfaces, donc, ce sera voilà l'objet des prochaines séances. Et bien évidemment, je vais commencer par la prochaine séance, je vais commencer par le théorème d'inversion locale parce que aussi c'est un élément qui est très intéressant par la suite. Alors, si je suis à votre écoute, si vous avez des questions.